Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Delphine Selman, je suis directrice marketing et communication chez Exponence. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à la crypto, qu'on a appelé de l'actif à l'usage, et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on a pris le parti aujourd'hui de non seulement décrypter les tendances du moment sur la crypto, c'est quand même un sujet très tendance depuis un moment, mais qui a beaucoup évolué. Et puis aussi de partir dans du très concret avec des retours d'expérience et comment ça se passe techniquement aussi derrière. Donc, on va essayer vraiment de vous apporter du concret et des insights intéressants pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, dans la salle, on a pas mal de cabinets de conseil, on a des boîtes de crypto, on a des plateformes aussi d'autres secteurs, donc des profils assez différents. Ce que je vous propose, c'est tout au long du webinaire de poser vos questions. Vous allez voir, là, on a commencé à se dire bonjour dans le chat, mais à côté du chat, vous avez une bulle questions. Je vous encourage plutôt à poser vos questions ici. Ça va permettre, si vous voyez que la question que vous vouliez poser a déjà été posée, vous mettez juste un petit plus en dessous, ça fera remonter les questions qui sont les plus demandées et ça me permettra de les prendre. Pour le fonctionnement du coup du webinaire, ça va se passer en 3 parties. Il y aura une partie sur les tendances, une partie retour d'expérience, une partie sur le décryptage plus technique de ce qui se passe derrière. Je vais essayer de prendre les questions à la fin de chaque partie pour que ce soit le plus adapté possible pour chaque intervenant. Donc, posez bien vos questions au fur et à mesure. Voilà, donc on démarre aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir donc Thomas Douchet, qui est directeur of Business Development chez Visa, Nicolas Marchès, qui est fondateur et CEO de Wiggle, et puis Jacques-Olivier Schatz, qui est CEO d'Exponence, pour faire du coup ce décryptage. C'est pour ceux qui connaissent un peu les événements Exponence, les derniers webinaires qu'on a fait, les petits déjeuners, etc. C'est un format un peu inédit puisqu'on a à la fois un partenaire et un de nos clients, et puis évidemment aussi l'expertise d'Exponence pour vraiment faire un 360 et décrypter à la fois des tendances et du très concret. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans la box questions. Je vais laisser la parole maintenant à nos intervenants, déjà en petite introduction, pour vous présenter, évidemment, vous connaissez au moins un peu Visa, peut-être Wiggle, pour vous présenter chacun son entreprise en quelques mots. Jacques-Olivier, je te laisse démarrer avec Exponence. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Delphine. Exponence, donc, comme c'est écrit, hein, c'est une plateforme de banking as a service qui est une filiale du groupe BPCE, hein, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. Globalement, on est une entité qui est régulée, qui est un établissement de monnaie électronique et qui permet en fait, de façon très technologique, de pouvoir, en marque blanche et par API, proposer tout un tas de solutions de paiement, de tenue de compte, d'onboarding. Je redétaillerai un petit peu plus tard, mais globalement, ça permet à nos clients et partenaires de pouvoir ou alors aller chercher nos API pour faire du virement instantané, pour créer des IBAN virtuels, pour lancer des prélèvements, ou alors même de créer ce qu'on appelle des néobanques. Hein. Alors, le régulateur ne serait pas d'accord avec l'appellation néobanque puisque c'est des établissements, c'est de la partie paiement, mais pour pouvoir créer des expériences uniques pour chacun de nos clients. Merci. Thomas, je te laisse enchaîner sur Visa. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci pour l'invitation, Delphine et Un Jacques-Olivier. grand plaisir. Bon, ça va être un peu difficile de résumer Visa en 1 minute, mais je vais essayer de le faire. Bon, Visa, tout le monde connaît, personne ne sait ce qu'on fait. Ça, c'est ce que j'aime à dire souvent, c'est ma petite blagounette. En gros, disons que notre métier, effectivement, connu historique, c'est le réseau de cartes. Hein, c'est une franchise, hein, comme vous le savez, on écrit des règles et que les parties prenantes ensuite bénéficient de ces règles, donc une franchise. Mais aujourd'hui, c'est la moitié de notre business et l'autre moitié de notre business, donc les 5 autres %, ça va être... donc on recoupe ça en deux, une partie Deep Money Movement avec une dizaine de licences dans le monde entier maintenant pour être capable d'envoyer de l'argent sur des comptes, des cartes et des wallets. Travailler de plus en plus sur le compte à compte aussi. Évidemment, les cryptos, on en parlera dans la suite. Et le dernier business, ça va être ce qu'on appelle les value-added services. Donc en gros, ça va être tout ce qui est de la tech, de l'AI. Tous les services pour lutter contre la fraude, pour aider les solutions technologiques, que ce soit pour du pay-in ou de pay-out. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, je te laisse enchaîner sur Wiggle. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, moi, Nicolas Marchès, je représente aujourd'hui Wiggle, une application de paiement euro-crypto
Donc, à l'origine, en fait, je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle BPS, qui travaille dans l'écosystème des cryptoactifs depuis 7 ans maintenant en France et qui est enregistré pour des services sur actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers, AMF. Et on développe depuis 2 ans notre application de paiement Wiggle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vous propose d'enchaîner sur la partie de tendance. On sait, depuis la crypto, c'est quand même été pendant longtemps plutôt le terrain de jeu d'initiés. Aujourd'hui, on voit que les usages sont en train de complètement évoluer. Donc, concrètement, quels sont les signaux aujourd'hui qui marquent cette tendance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que ça commence à entrer quand même dans le quotidien de plus en plus de gens? Thomas, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait, oui. Alors en fait, les cryptos, effectivement, ça a longtemps été vu comme un actif, effectivement, uniquement d'investissement, souvent spéculatif, donc un peu sulfureux et auquel même les établissements financiers traditionnels, et nous y compris, étions, on va dire, euh, peu à même d'être proches quelque part de cette vision cypherpunk du tout début. Bon, finalement, après, ça s'est quand même assez normalisé. Donc, nous, la première fois qu'on a commencé à être disons, dans ce sujet, ça a été en 2015 avec la première carte. Parce qu'en fait, on s'est dit, on est parti du principe que pour faire de l'adoption, on était peut-être une possibilité de solution au problème d'adoption et du coup euh, de normalisation quelque part de ces cryptos. Donc en fait, tous ces chiffres aujourd'hui, en fait, ils montrent qu'on passe les chiffres du rapport de la DAN et de KPMG. Voilà, on est passé de cet actif d'investissement à un usage du quotidien. Et donc pour ça, il faut travailler sur l'adoption. Et qu'est-ce qui est le mieux que l'adoption que finalement de se dire pourquoi on n'utiliserait pas des moyens du quotidien de tous les jours? Nous, on a travaillé chez Visa depuis longtemps à se dire que finalement, il fallait à peu près une génération, donc entre 20 et 25 ans, pour que les habitudes d'achat changent. Hein, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager. Et donc, on s'est dit, bah tiens, est-ce que finalement la carte, l'acceptation et l'émission des cartes n'était pas une solution qui permettait de dépenser ces actifs numériques finalement pour finalement euh, avoir l'expérience traditionnelle, une expérience utilisateur, une expérience client simple telle qu'elle est connue. Donc finalement, on a ajouté à cette expérience utilisateur des choses que les gens connaissent déjà, donc des comptes, des cartes de paiement, du cashback, et tout ça dans des parcours qui sont simples, familiers. Donc ça, c'était relativement important. Donc plutôt avec succès. Alors effectivement, on ne va pas non plus se mentir, hein, depuis 2017, c'est en dents de scie en fonction des bull market, des bear market, mais on sent que la tendance est quand même là de toute façon, cette normalisation arrive, et surtout les acteurs du secteur, ils ont gagné en maturité, parce que maintenant, voilà, on a les outils, on a la réglementation, on a de plus en plus d'habitudes, aussi grâce à ce que l'on a pu mettre en place. Et je pense que finalement, la clé du succès, c'est ça. C'est ne pas demander aux utilisateurs de changer leurs habitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et peut-être que demain, on utilisera peut-être un petit peu moins les cartes, on utilisera autrement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, le meilleur, enfin, c'est ce que l'on pense nous chez Visa, que quelque part cheval de Troie pour que du coup, garder et continuer cette adoption, cette normalisation, pour que tous les acteurs particuliers, entreprises qui possèdent de la crypto, qui puissent finalement s'en servir pour faire du crypto paiement, voilà, et ben c'est d'utiliser quelque part la carte. Voilà. Après, on sait aussi qu'on a aujourd'hui et ça c'était un chiffre que je voulais partager, enfin un chiffre, une tendance que je voulais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment la dichotomie, elle est vraiment entre par âge. Voilà. Je ne veux pas faire ni du jeunisme, enfin voilà, mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucun problème, on le voit bien, pour les jeunes actifs, pour les jeunes, la Gen Z, en fait, tous les digital natives, il n'y a aucun souci pour eux, c'est naturel. Utiliser sa carte ou son téléphone dans le wallet, c'est parfaitement adapté. Mais moins, effectivement, pour la population la plus âgée qui, de toute façon, les cryptos, je ne comprends pas. Et donc, si je ne la comprends pas, encore moins, pourquoi l'utiliser au quotidien, quoi. Donc, mais on sent quelque part que, de toute façon, le temps passe et la croissance, de toute façon, des utilisateurs grâce à la carte, va de plus en plus, disons, grandir avec le temps, quoi. Voilà. Donc, Ok. tout ce que l'on souhaite, c'est, pour terminer, c'est
travailler justement sur ces expériences, qu'elles soient le plus fluides, sécurisées et surtout familières, quoi. Voilà, donc on puisse faire en sans contact, qu'on puisse payer avec son téléphone. Et un jour, je vais payer avec mon compte Fiat, donc avec mes euros. Un jour, je vais payer avec mes comptes, avec finalement ce qui était une source d'approvisionnement qui vient de mes bitcoins, de mes Ethereum, de mes Solana ou autres cryptos, quoi. Voilà. Et après, en parallèle, le endgame, et après je m'arrêterai là pour cette partie, ça va être pourquoi pas que les commerçants commencent à adopter. Donc, soit ça va être être capable d'encaisser en stablecoin ou pas, ou continuer d'encaisser en fiat. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en place finalement. C'est un outil où le client peut payer lui facialement en bitcoin, mais en fait, ce sera quand même de l'euro dans les flux traditionnels parce que le marchand n'accepte pas le bitcoin. Et soit c'était ça quelque part le tour de force de cette adoption. Voilà, enfin que l'on pense depuis à peu près quelques années maintenant. Ok. Donc, tu as parlé de cartes, tu as commencé déjà à parler, au-delà des chiffres, de ce qui change la donne. Peut-être on peut creuser à la fois sur les nouveaux usages et sur le cadre, parce qu'il y a quand même pas mal de leviers qui font que c'est en train de changer, en train d'être adopté. Ouais. Thomas, je te laisse la parole. Je sais que Nicolas aussi, tu as des choses à dire sur ces aspects-là. Oui, ben, je peux commencer si tu veux. Thomas, sur Vas-y. cette partie-là, effectivement, Vas-y, moi, vas-y. je rejoins Thomas sur ce qu'il a dit tout à l'instant. C'est sûr que nous, on l'a observé aussi en concret sur une première plateforme qu'on a qui s'appelle Filmaning. Pendant 5 ans, en fait, on a observé ces comportements et ces freins aujourd'hui à l'adoption des crypto-monnaies qu'il y avait en France, notamment sur ce manque, en fait, de simplification, d'accessibilité, parce qu'il manquait cette brique. En fait, il manquait cette brique de paiement, il manquait cette brique qu'on a l'habitude en fait déjà d'avoir dans l'usage quotidien. Les gens ont l'habitude de gérer leur banque et leur argent maintenant sur leur application mobile, sur une application mobile sur leur téléphone. Donc en fait, on s'est vite rendu compte que ce qui manquait, c'était vraiment l'entrée, donc avoir son IBAN, pouvoir déposer ses euros pour les investir, acheter de la crypto et pourquoi pas payer avec. Ça, c'est des choses qu'on a observées très vite. Donc, il fallait qu'on repense aussi notre plateforme et c'est pour ça qu'on a développé Wiggle pour pouvoir réconcilier les deux mondes et avoir au sein d'une même application tous les services qui permettaient d'accéder à ces actifs dans un cadre régulé, puisque aujourd'hui, nous, quand on s'est lancé en 2019, le cadre n'existait pas. C'était un petit peu le Far West. On a vu en fait la réglementation se construire au fur et à mesure des années. On a pu travailler les premières années avec l'AMF aussi pour essayer d'expliquer ce qu'on faisait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, notamment sur le stacking, sur le mining de crypto-monnaies, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont relativement techniques encore aujourd'hui. Et ça amène à un cadre aujourd'hui qui est quand même assez clair, avec toujours des travaux en cours et une évolution de la réglementation vers le statut, vers le règlement MiCA, qui va uniformiser en fait toutes les réglementations nationales à l'échelle européenne. Et ça apporte de la crédibilité au secteur et ça aussi, ça facilite les interactions avec nos partenaires techniques et financiers. C'est des choses quand même qui rassurent aussi et qui permettent d'avancer et de développer cette classe d'actifs sereinement en France et ailleurs. Ouais, je peux compléter sur le cadre régulé, effectivement, c'est le choix qu'a choisi, en tout cas, enfin, c'est le choix politique de l'Europe qui, effectivement, on peut toujours dire c'est une mauvaise solution. Moi, de toute façon, il faut vivre avec le cadre réglementaire de toute façon. Il amène, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Nicolas, de la clarité. Et la clarté, comme ça, elle nous permet surtout de se dire, tiens, voilà, il va y avoir des stablecoins, va y avoir, on sait exactement quels acteurs, comment ils doivent opérer, voilà, où sont stockés les cryptos, quel opérateur, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, effectivement, comme Xponence, pour justement être capable de bridger des flux fiat en flux crypto. Et je pense que ça, c'est quand même positif dans le sens où on a une feuille de route, on sait exactement où l'on va et ça permet du coup aux acteurs traditionnels et nouveaux acteurs fintech justement de pouvoir créer de la valeur et de créer ces nouvelles expériences de paiement. Parce qu'en fait, l'adoption, c'est ça aussi. On peut pas toujours, et c'est un peu le problème qu'a eu la crypto au tout début. C'était en gros, voilà, j'en reviens sur mon côté cypherpunk. Voilà, l'objectif c'était quand même de s'affranchir de tous les États. C'était voilà, c'était d'être complètement résistant à la censure. On voit bien que finalement, c'était pas forcément ça qui pouvait avoir l'adoption, parce qu'en fait, c'était presque contre nature. Donc, les cryptos, c'est aussi ça, mais c'est aussi, voilà, maintenant, avec toute la traçabilité, la capacité à être capable de savoir où sont les flux et utiliser quelque part la partie positive aussi de la crypto, qui est évidemment de cette transparence. Donc, les nouveaux usages, j'ai envie de dire,
Il reste aujourd'hui à inventer. Donc, nous, on a quelque part simplement calqué ce qu'on avait déjà fait depuis maintenant une trentaine d'années avec les cartes. Et maintenant, c'est de se dire comment on peut bridger ces deux mondes. Et je pense que ça, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc, il manque encore plein d'acteurs, comme Xpolens, comme Wiggle. Voilà, il en faut beaucoup plus maintenant pour permettre effectivement cette adoption généralisée. Okay, très bien. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments que vous vouliez aborder sur cette partie-là. Sinon, j'ai des questions de nos participants. Alors déjà, une première de Nadine. Comment est gérée la volatilité des crypto-monnaies? Alors, elle n'est pas gérée. Il n'y a pas de gestion de volatilité. Aujourd'hui, Wiggle propose simplement l'accès à ce marché, l'accès à ces actifs, avec tous les risques que ça impute. En fait, il y a forcément un risque d'investissement, un risque de perte de capital. Après, on propose également pour les gens qui ne souhaitent pas s'exposer à la volatilité, mais c'est quand même intéressés par ce type d'actifs, ce qu'on appelle des stablecoins, donc des actifs qui sont adossés à des monnaies fiduciaires comme l'euro ou comme le dollar américain, et qui permettent de pouvoir s'échanger de la valeur entre utilisateurs gratuitement, instantanément, qui permettent de pouvoir faire des paiements rapidement n'importe où dans le monde et qui permettent d'obtenir des rendements, aussi d'apporter une diversification sur de l'épargne traditionnelle. Donc, on a des rendements jusqu'à 6-7% par an. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes, qui ne sont pas aussi sécurisées forcément qu'un livret A ou autre placement dans une banque. On est quand même sur quelque chose d'assez innovant. C'est des actifs qui sont placés dans la finance décentralisée, notamment. On va aller chercher du rendement sur ces actifs. Et ça peut représenter une diversification d'épargne pour nos utilisateurs sans s'exposer à la volatilité. Là, la volatilité est totalement neutralisée. Okay. J'ai une autre question, je ne sais pas si elle est liée ou pas, mais comment ces plateformes gèrent la sécurité des fonds crypto, sachant que des grosses plateformes ont perdu des sommes énormes? Alors, il y a différents mécanismes, il n'y a pas de solution unique. Alors, aujourd'hui, il y a quand même un cadre réglementaire, il y a des procédures et des audits à passer. C'est quelque chose qui est quand même qui est devenu très exigeant. La conservation d'actifs pour compte de tiers, c'est une activité qui est régulée déjà. Tous les acteurs n'ont pas forcément vocation à faire de la conservation d'actifs. Donc, ensuite, derrière, c'est souvent des solutions quand même de ce qu'on appelle de la multisig, multipartite. Donc, c'est des wallets en fait qui sont pas accessibles par une seule et même personne. Il y a un quorum, il y a une politique derrière qui permet de ne pas déplacer des fonds sans le consentement de plusieurs personnes, de plusieurs dirigeants habilités. Et ensuite, il y a des audits, donc notamment sur tout ce qui est SI, cybersécurité. Là, on a eu d'ailleurs récemment l'ISO 27001 qui nous a été attribué par le Bureau Veritas, qui permet d'auditer vraiment tout le système informatique de l'entreprise et de certifier que tout est mis en place pour assurer la meilleure sécurité possible des actifs clients au sein de nos activités. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. On n'est jamais à l'abri, il n'y a personne qui sera à l'abri à 100% d'un hack. De toute façon, c'est encore des technologies qui sont relativement jeunes. Mais en tout cas, le cadre réglementaire français, les exigences du régulateur sont quand même un peu un exemple aujourd'hui en Europe et aussi à l'international. Beaucoup de pays se sont inspirés du cadre réglementaire français pour faire le leur. Donc, on est quand même assez fiers aussi d'être régulé en France pour ces activités. Alors, je pense que ça répond en partie à la dernière question que je voulais prendre sur cette partie. Avec le recul, voyez-vous plutôt la réglementation comme une opportunité business pour donner confiance ou un frein? Alors, en fait, les deux. Ça représente une opportunité business parce qu'on croit de toute façon que la réglementation et les agréments délivrés par le régulateur français sont quand même extrêmement bien vus, bien reconnus au niveau européen et international. Donc ça, c'est indéniable. Par contre, il y a un manque cruel de moyens qui est un peu regrettable sur la capacité en fait de traiter les dossiers par le régulateur, notamment l'AMF. On sent qu'il y a quand même un espèce de débordement. On rencontre aujourd'hui, on est plusieurs confrères, je pense, dans la même situation à attendre notre agrément MiCA. On voit des pays autres que la France qui délivrent
les agréments beaucoup plus vite et qui du coup se positionne stratégiquement sur ce marché européen parce que MiCA permet l'ouverture du marché au sein de l'Europe. Aujourd'hui, en tant que PSAN français, on n'a pas le droit d'aller solliciter des clients en dehors de la France, ce qui est quand même assez pénalisant. Donc ce statut MiCA va permettre cette expansion européenne et d'autres pays ont pris parti de mettre des moyens en face chez leurs régulateurs pour pouvoir traiter les dossiers beaucoup plus vite. Donc, en ce moment, on vit un petit peu ce frein et cette frustration, tous, en tant que PSAN français, de voir des agréments se délivrer. Et nous, on est un petit peu à la traîne, mais on sait que la tendance peut s'inverser en fait sur le moyen terme parce qu'on sait que l'agrément MiCA français aura une sorte de valeur quand même supérieure au regard de l'ESMA qui est le régulateur européen. Très bien. Alors, on va avancer et on va passer, du coup, si tu veux bien, Nicolas, sur ton retour d'expérience vraiment concret et que tu nous racontes un peu l'histoire de Wiggle et les défis, les solutions et comment ça se passe aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore d'autres questions. On verra à la fin s'il nous reste du temps pour les aborder, mais là, on va avancer un petit peu. Bien sûr. Alors, du coup, comme je disais précédemment, donc, on évolue dans le système, dans le secteur des actifs numériques depuis 7 ans maintenant, depuis 2019. On a une première plateforme sur laquelle on a tiré beaucoup d'expériences et de leçons aussi de données qui sont venues confirmer aussi les chiffres sortis par l'étude de l'ADAN et KPMG sur le pourcentage de clients qui s'intéressent aux actifs, sur la moyenne de détention et d'achat réalisés par an pour les clients, quels sont les freins. On a observé un taux de conversion qui était quand même assez faible par cette approche en fait web, app web, sans service de paiement. Aujourd'hui, notre première plateforme, c'est sur 100 inscrits. On en a peut-être que 10, 15 qui vont jusqu'au bout du processus de validation d'identité. Et sur ces 10, 15, il n'y en aura peut-être que 2 ou 3 qui vont aller vraiment jusqu'à un investissement. Donc, on a tiré les conclusions de ces années-là et on s'est dit qu'il fallait simplifier vraiment le parcours utilisateur. Il fallait revoir et partir d'une page blanche. Donc, c'est de là qu'est né Wiggle, en fait. Wiggle a vraiment cette ambition de réunir la finance d'aujourd'hui avec celle de demain. En ajoutant des services de paiement bancaire au sein de l'expérience crypto. Donc, on avait besoin de simplifier l'accès aux crypto-monnaies. On avait besoin aussi d'apporter une application, un service qui permet de centraliser ses finances, la gestion de ses finances au quotidien, aux côtés de ses investissements en actifs. Et puis, ça nous permettait aussi, évidemment, en ajoutant ces services, de crédibiliser aussi notre produit, de crédibiliser notre secteur et de rassurer les investisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette peur parce que les plateformes ont encore une approche un peu trop technique et financière qui perdent un petit peu les gens. Donc voilà, on a pu, grâce à Expolens, intégrer à nos services crypto la gestion de l'émission d'IBAN français pour nos utilisateurs. Et tout un tas de services qui sont devenus un petit peu la norme, qu'on a l'habitude de retrouver dans beaucoup d'applications similaires, sur les transferts instantanés entre utilisateurs, sur forcément l'émission de cartes de paiement pour pouvoir bénéficier de ces rendements, de ces intérêts qu'on propose dans nos placements, pouvoir les dépenser directement sans avoir à transférer dans une autre banque. Donc aujourd'hui, après 6 mois de lancement, on est à 70 000 utilisateurs inscrits, sans avoir fait trop de communication pour le moment, sachant que les cartes n'étaient pas encore disponibles. Donc là, on était vraiment sur une gestion IBAN et crypto dans un premier temps. Donc ça reste des chiffres qui ont dépassé nos espérances, clairement. On n'avait pas prévu autant d'inscriptions. Sur les 70 000 inscrits, on a quand même 28 000 comptes actifs. Donc on a été jusqu'au bout de l'inscription et déjà 1 million d'euros d'actifs en gestion. C'est des chiffres qui sont très encourageants pour nous. C'est venu conforter un petit peu notre vision et la stratégie d'acquisition qu'on voulait et dans cet objectif de démocratiser en fait cette classe d'actifs en France et demain en Europe, on l'espère. Voilà, donc très content de ce partenariat qui est quand même pour nous relativement nouveau parce que les équipes en interne ont l'habitude en fait de développer sur cette classe d'actifs crypto et en fait il
il y a eu ce travail quand même aussi d'accompagnement par Exponence avec leur équipe technique sur la compréhension de ce que c'est le paiement, de ce que c'est un SCT, voilà, toute la partie transaction carte. C'est des choses qui sont pas, qu'on n'avait pas les connaissances en interne, donc ça nous a permis quand même de monter en compétence sur ces sujets. Donc voilà, très content de pouvoir concrétiser ça aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Alors, j'en ai une, je ne sais pas si elle était pour la partie d'avant ou si elle est pour toi. Quid du marché des pros? Parce qu'aujourd'hui, vous adressez que les particuliers. Oui, que les particuliers, c'est un choix. On ne peut pas tout faire à la fois. Je pense qu'il ne faut pas qu'on court partout à droite à gauche. On s'est concentré principalement sur le marché particulier, qui nous paraissait un peu plus simple à développer, mais ce n'est pas forcément plus simple en termes d'acquisition. Mais la partie pro est quand même un petit peu plus complexe et il y a des attentes qui sont quand même un petit peu plus élevées en termes de services. C'est pas quelque chose qu'on s'exclut forcément. S'il y a un intérêt business, on pourra y aller. Mais voilà, il y a quand même un travail un peu plus lourd, je pense, et il y a des acteurs en France qui sont quand même très avancés sur ce sujet. Donc, ce sera des parts de marché qui ne sont pas évidentes à prendre. Ok. J'ai une autre question plutôt sur les fees. Vous gérez quand les spreads et les fees? Est-ce que ça me coûte plus cher d'aller chez Wiggle en tant que consommateur versus des pure players, Kraken, Crypto.com, Coinbase, positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur? Alors, nous, on est sur la simplicité. Hein. Donc, vraiment, les gens qui vont sur Coinbase, Kraken ou Binance, ils ne recherchent pas du tout le même type de service que les gens qui viennent sur Wiggle. Wiggle s'adresse à des personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, qui n'ont pas forcément cette connaissance crypto-native, on va dire, qui souhaitent découvrir ce que c'est la crypto. Donc, ça s'adresse à des gens vraiment qui veulent investir sur leur premier Bitcoin et découvrir ce que c'est. Mais sur les plateformes, on va chercher plutôt des services de trading, poser des ordres, etc. On va avoir beaucoup plus d'outils techniques pour pouvoir investir dans ce secteur. Aujourd'hui, donc Wiggle ne prend pas de spread, hein, il n'y a pas de spread, c'est vraiment des cours, la valeur des cours, c'est les cours instantanés qui sont donnés par des agrégateurs comme CoinMarketCap ou CoinGecko aujourd'hui, hein, qui font office d'oracle un petit peu. Et sur les frais, donc les frais sont dégressifs. En fait, Wiggle a plusieurs plans, plusieurs abonnements possibles qui permettent même d'aller jusqu'à la gratuité des frais. Hein. Donc, on peut investir, par exemple, sur du DCA, le mécanisme de DCA qui permet d'automatiser un investissement chaque mois en mettant 50 €, 100 €, peu importe le montant que vous voulez. Vous ne voulez pas vous préoccuper de la volatilité, vous allez investir régulièrement. C'est des mécanismes qui sont des stratégies d'investissement qui sont connues déjà dans le milieu financier traditionnel, qui permettent de lisser son investissement sur le temps. Et là, sur ce service-là, c'est gratuit, donc il n'y a pas de frais. Pas de frais sur les achats de cryptoactifs. Ok. Je prends une dernière question avant de passer à la suite. Comment voyez-vous, alors elle est plus globale, hein, je ne pensais pas spécialement pour Wiggle, comment voyez-vous le développement des usages des stablecoins par les entreprises internationales? Par exemple, pour les virements cross-border, les transferts de fonds entre filiales. Nous, concrètement, je veux bien apprendre celle-ci, Nicolas, si tu veux. Vas-y, je comprends. C'est une excellente question. Clairement, il y a un grand play aujourd'hui cette année, c'est l'année des stablecoins, hein, ça clairement. Hein, on ne l'a pas vraiment vu venir. Enfin, beaucoup de gens ne l'ont pas vu venir. Nous, on l'avait vu venir depuis le début, dans le sens où nous, ça fait 3 ans qu'on est capable de faire du settlement déjà en USDC. On attendait, avant de communiquer dessus, de pouvoir être capable d'attendre quelque part que la réglementation soit à jour. Mais oui, Cédric, c'est probablement le plus grand use case des stablecoins aujourd'hui. Enfin, c'en est un, hein, il y en a plusieurs. Hein, effectivement, ça va être de gérer les virements cross-border. Mais il y a quand même encore aujourd'hui des soucis. Parce qu'en fait, dans les stablecoins, il y a la partie ce qu'on appelle on-ramp et off-ramp. Donc, on-ramp, c'est je vais acheter de la crypto. Off-ramp, c'est je reviens de la crypto au fiat. Et aujourd'hui, il y a certaines sociétés, même certaines fintech françaises assez successful dans ce domaine. Aujourd'hui, le problème, il est surtout quand tu fais un virement transfrontalier en stablecoin,
qu'est-ce que fait ton fournisseur si c'est un fournisseur quand toi, tu es en Europe et que tu achètes, je sais pas, un conteneur à Bali. Est-ce qu'à Bali, il va vouloir des dollars? Oui, mais des dollars en USDC. Mais est-ce qu'il y a assez de plateformes sur place pour faire du off-ramp? Donc aujourd'hui, il y a quand même encore on va dire, tout n'est pas encore complètement clair. Mais oui, bien sûr, le stablecoin amène surtout la programmabilité et amène, et c'est pour ça, et quand tu dis dans ton transfert de fonds, notamment entre filiales, la réponse est 2 fois oui, parce que la magie de la blockchain, c'est quand même cette capacité de settlement 24/7, quoi. Voilà, donc c'est quand même ça la grande force du domaine, du sujet. Il n'y a qu'à regarder également ce qu'a annoncé Robinhood il y a 2 jours, effectivement, où là, avec la tokenisation des actions traditionnelles, qui va permettre effectivement donc là, pareil, pour rejoindre ce que disait Nicolas, donc qui sont des produits plus de gestion de portefeuille. Donc on revient, on s'éloigne un peu des crypto-paiements, mais on y vient, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, la tokenisation amène quelque part, et la blockchain, une force inouïe avec ces stablecoins. En fait, c'est la principale usage et tout le reste va être découlé de ces usages. Ça va être le settlement quelque part toutes les 10 secondes, quoi, si je simplifie à outrance. Et donc derrière, après, on peut dérouler un millier de use cases autour de ça, quoi, qui inclut le transfert de fonds entre filiales et effectivement les paiements cross-border B2B, quoi. Très bien. Nicolas, tu voulais compléter là-dessus? Non, mais juste, oui, confirmer, c'est sûr que enfin, nous, on le fait depuis des années. Hein. Ça fait aujourd'hui dans le groupe, ça fait 7 ans qu'on paye nos fournisseurs hors France en stablecoin. C'est quelque chose qui est devenu nos habitudes. On a 50% de nos fournisseurs aujourd'hui qui payent en stablecoin. Donc, ça permet quand même une instantanéité et puis le fait de se passer aussi des frictions qui peuvent y avoir entre les établissements bancaires. Hein. Tout simplement, et quand on envoie des fonds avec des sommes assez importantes, il peut y avoir certains blocages, certains ralentissements, certains documents à fournir. Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite. Nous, dans notre secteur, c'est monnaie courante. Après, ça ne s'applique pas à tous les secteurs. Il faut effectivement que des fournisseurs acceptent aussi ce stablecoin et qu'ils aient la capacité, comme l'a dit Thomas, de pouvoir les rebasculer facilement vers leur trésorerie. Ce qui n'est pas toujours le cas, ouais. Ok, très bien. Je vous remercie à tous les deux. On va maintenant soulever le capot un peu de tout ça. On a parlé d'expérience utilisateur fluide, on a parlé déjà de pas mal d'éléments, mais qu'est-ce qui se passe derrière et comment on fait aussi ce pont entre les cryptos et les paiements traditionnels en euros? Jacques-Olivier, je te laisse la parole. C'est exactement ce qu'on vient de se dire à l'instant. Hein. En fait, on a besoin quelque part pour gérer la partie fiat, donc la partie euro, si on est chez nous, d'avoir une capacité à pouvoir faire ce pont entre les deux mondes, d'avoir un tiers de confiance en fait, qui lui va pouvoir gérer la partie euro. Qu'est-ce que ça va nécessiter pour amener la confiance qui va amener l'adoption, hein, c'est exactement ce qu'on vient de se dire, c'est d'avoir d'abord un système qui est régulé, c'est-à-dire d'avoir le tampon, un peu comme on le disait pour MiCA sur la partie crypto. C'est MiCA, c'est un agrément qui va être un peu compliqué à avoir, mais en même temps, quand les gens l'auront, et surtout en France, ça voudra dire plein de choses. Ça voudra dire que sur la lutte contre la fraude, contre le blanchiment, sur un certain nombre de garanties quelque part qui sont amenées en termes de sécurité des cryptos, en termes d'accès aux différents portefeuilles, etc. Ça va amener ce côté de je suis très rassuré et donc je vais pouvoir aller dans ce monde crypto. Et ben, pour la partie intermédiaire, et d'ailleurs le régulateur a lui-même dit que MiCA, c'est les cryptos et dès qu'on est sur l'euro, il faut être sur de la monnaie électronique ou de l'établissement de paiement pour pouvoir faire cette gestion intermédiaire, ce pont et cette confiance. Et donc, ce qu'on va amener, nous, à nos partenaires, c'est justement ça, c'est justement de leur dire, on va vous amener de la confiance parce qu'on a des systèmes de lutte contre la fraude, parce qu'on a des systèmes de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, etc. On va vous amener également une UX qui est l'expérience utilisateur que vous avez envie de donner à vos partenaires. Hein, quand on a co-construit avec Nicolas et avec Visa également, hein, quand on a co-construit ce qu'on voulait faire, on a apporté notre expertise. Eux ont apporté leur expertise aussi pour dire, ben voilà, nous, ce qu'on voudrait pour l'utilisateur, voilà comment il va s'onboarder, voilà ce qu'on voudrait avoir comme écran, on voudrait dessiner les écrans nous-mêmes.
voilà ce qu'on voudrait permettre pour que ça soit le plus fluide possible. On veut bien évidemment que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible et c'est ce que permettent nos systèmes, c'est de se dire on est vraiment en capacité de pouvoir choisir comment on fait les choses, de pouvoir venir chercher les bonnes briques, et je parlerai des briques un peu plus tard, mais d'aller venir prendre les bonnes briques qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience extrêmement fluide. Un autre point, et on en parlait y compris sur les stablecoins, c'est la partie temps réel. La partie temps réel est extrêmement importante aussi dans notre monde, de pouvoir se dire, quand je vais faire des virements, quand je vais faire des placements, quand je vais vouloir faire des paiements par carte ou d'autres types de paiements, on a besoin aujourd'hui d'instantanéité. C'est encore plus vrai quand on parle de flux entre entreprises, mais pour la partie paiement particulier, ça l'est tout aussi, d'être en capacité de pouvoir se dire, j'ai ma carte Visa, je vais faire un paiement, je sais que j'ai des euros où je suis en capacité de transformer en temps réel des cryptos directement en euros pour pouvoir faire mes paiements. Ça fait partie des expériences qui vont faciliter l'adoption. De la même façon, et c'est là aussi ce que Nicolas disait, d'avoir un IBAN sur lequel je suis en capacité de mettre mon salaire et de me dire, tiens, finalement, il y a une partie que je vais transformer directement parce que j'ai envie d'investir, une partie, j'ai envie de me garantir, ou alors, enfin, garantir, entre guillemets, on parlait effectivement des risques en capital, mais j'ai envie de pouvoir investir une partie, je suis capable de pouvoir mettre des mécanismes qui vont le faire automatiquement. Et tout ça, c'est permis par une plateforme qui est temps réel, apaisée et microservicée, et qui est en capacité d'accompagner justement ses partenaires comme Wiggle pour pouvoir faire du fine-tuning, du tailor-made et pour pouvoir amener notre expertise dans les paiements, dans la conformité et dans un certain nombre de sujets à nos partenaires. Et encore une fois, c'est ce qui va permettre l'adoption. On va peut-être avancer du coup sur concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui est nécessaire pour eux? Rapidement, alors bien évidemment, on est aussi régulé, donc la connaissance client est un élément essentiel du parcours, puisque c'est là que le client va s'onboarder. Et là, c'est extrêmement important de pouvoir ensemble se dire quelles sont les briques qui sont nécessaires pour les uns et pour les autres pour avoir là aussi une expérience d'onboarding la plus fluide possible pour que l'utilisateur qui a envie de s'ouvrir son compte puisse le faire en quelques minutes, puisse avoir accès directement aux outils de Wiggle et faire en sorte que ça soit le plus intégré possible. C'est également, et je le disais, une intégration extrêmement simplifiée d'API avec des experts techniques qui sont là aussi pour pouvoir aider en cas de besoin. On a une documentation qui est extrêmement détaillée, qui est disponible en ligne d'ailleurs. Et ensuite, quand on parle des différentes briques, c'est justement aller choisir les bons éléments qui vont être nécessaires pour l'expérience utilisateur qui est attendue par nos partenaires. Du KYC ou du KYB, effectivement, Nicolas le disait, lui, il est sur la partie Wiggle et sur la partie particulier, mais il y a aussi des possibilités d'usage, et Thomas en parlait sur les stablecoins, de se dire demain, et de plus en plus, on est terminé 2020, il n'y a pas longtemps, on voit que le stablecoin est effectivement un des sujets de l'année qui est en train de monter extrêmement fort. Pouvoir mettre à disposition aussi tout ce qui va permettre de retrouver ces basiques pour un client, un IBAN. Ça paraît bête. Un ou plusieurs IBAN, d'ailleurs, on est également en capacité d'émettre des IBAN virtuels pour pouvoir avoir des expériences un peu différentes, de se dire, tiens, si j'envoie sur tel IBAN, alors je pourrais dire, je vais investir sur tel crypto. Si c'est tel IBAN, je vais investir sur tel crypto. Donc, de pouvoir utiliser aussi toute cette technologie pour pouvoir encore faciliter l'expérience à l'utilisateur. Différentes méthodes de paiement, là aussi, quand on parle de sortir, quand on est dans l'univers crypto et qu'on veut sortir dans l'univers euro, le paiement instantané, typiquement, est l'outil qui va permettre de garder cette instantanéité. Si au bout de la chaîne, effectivement, on est censé faire un virement standard, on va perdre tout l'intérêt de se dire je suis en capacité de pouvoir envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, si à l'autre bout du monde, ou en Europe, on n'est plus en capacité de pouvoir retransformer, parce qu'on a besoin de retransformer, on a besoin de revenir à du fiat. Bien évidemment, avec Visa,
la capacité de pouvoir émettre à la fois différents types de cartes physiques, mais surtout des cartes virtuelles qui, là aussi, et Thomas le disait en introduction, de dire les nouvelles générations aujourd'hui, elles vont être en capacité de pouvoir payer directement avec leur wallet sur leur téléphone, elles vont être en capacité de pouvoir payer avec des XPay, des Google Pay, des Samsung Pay, etc. Ça fait partie des choses qui vont favoriser l'adoption. Et bien évidemment, dernier point, c'est pour nos partenaires d'avoir aussi des portails qui leur permettent de pouvoir voir et gérer l'activité, voir tout ce qui se passe. Voilà, en gros, si on veut décrire rapidement les différents produits d'Expolens. Est-ce que tu peux revenir une minute sur l'IBAN virtuel? Une question, c'est quoi l'IBAN virtuel? Alors, un IBAN virtuel, c'est exactement comme un IBAN, c'est-à-dire FR avec toute la série de chiffres, sauf que vous pouvez en émettre autant que vous voulez pour un seul compte. Globalement, l'argent va tout le temps arriver sur votre compte. Par contre, on va le tracer. C'est utilisé, par exemple, pour les entreprises. Si je suis une entreprise et que j'ai 1000 clients, je vais émettre un IBAN virtuel par client. Je vais donner à chacun mon IBAN virtuel. Donc, je sais que quand je reçois de l'argent qui passe par tel IBAN virtuel, encore une fois, sur mon compte standard, je sais que c'est lui qui m'a payé. Quand ça passe par lui, je sais que c'est lui qui m'a payé. Ça a un autre avantage, ça n'expose pas votre IBAN principal. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la fraude, même s'il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place, mais il y a de la fraude. Si jamais votre IBAN principal, quelqu'un le trouve, il peut aller s'abonner à X ou Y site ou autre, qui fait que vous allez avoir des prélèvements. Alors, vous allez pouvoir les annuler, mais ça sécurise. L'IBAN virtuel fait que vous pouvez, il est aussi, vous pouvez le détruire et vous pouvez en créer un nouveau. Donc, ça vous sécurise d'un côté et ça vous aide de l'autre. Et ensuite, derrière cette IBAN virtuelle, vous pouvez potentiellement mettre des automatismes derrière. Vous pouvez dire, tiens, si ça arrive sur tel IBAN virtuel, provisionner telle carte. Si ça arrive, envoyer sur tel crypto, on est dans l'univers crypto, de se dire, tiens, je pourrais mettre des règles en disant, si j'ai 10 IBAN, je vais mettre moi dans ma banque classique 10 IBAN et je sais que si j'envoie sur l'IBAN 1, ça va m'investir automatiquement sur tel sujet. Si j'envoie sur l'IBAN 2, sur tel sujet, etc. Très bien. Il est 10h15. On va arriver au bout. Je prends peut-être la toute dernière question pour une petite clarification sur ce slide. Quand tu dis parcours client adapté, c'est l'interface utilisateur qui est développée par Wiggle, c'est bien ça? Exactement. En fait, avec nos partenaires, alors il y a un certain nombre de points obligatoires, bien évidemment. Demander le nom, le prénom. On a un partenaire qu'on va intégrer pour pouvoir faire de la liveness, pour pouvoir s'assurer que la carte d'identité est une vraie carte d'identité. Donc, mais on va travailler avec nos partenaires pour avoir le meilleur parcours et c'est un parcours qui est intégré dans l'application de Wiggle, effectivement. C'est intégré chez nos partenaires, mais bien évidemment, on a un certain nombre d'obligations en tant qu'établissement de monnaie électronique et établissement de paiement de vérifier des choses sur les utilisateurs. Et donc, pour ça, c'est mandatory d'avoir ces points de passage. Très bien, très clair. Je sais qu'il y a plein d'autres questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre, vu qu'il est déjà 10h16. Donc, on est arrivé au bout. Ce que je vous propose, pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse à toutes leurs questions, c'est que déjà, vous avez les coordonnées de nos intervenants ici. Si vous voulez aller plus loin dans les échanges, n'hésitez pas à les contacter, à leur envoyer un mail pour continuer les échanges. En tout cas, merci d'avoir posé autant de questions, d'avoir été aussi réactif. Je vois que c'est un sujet qui pose encore beaucoup de questions. Et on voit que ça bouge et que ça évolue très, très rapidement ces dernières années, mais surtout ces derniers mois. Donc, c'est vrai que ça nécessite des décryptages réguliers. On en refera sûrement. Mais il me reste en tout cas à vous dire un grand merci pour votre présence. On vous enverra le replay. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous les trois. Au revoir.